Au début, il y eut le pouvoir, puis la reddition, puis l'oubli. Les généraux du Troisième Reich tombés aux mains des Américains n'étaient pas accueillis comme des prisonniers d'honneur, mais comme les symboles brisés d'une guerre que personne ne voulait plus comprendre. Clinton, dans le Mississippi, était leur purgatoire. Des casernes humides, des gardes ignorants, le froid sans couverture et une humiliation qui n'était pas mentionnée dans les manuels de Genève. Il n'y avait ni médaille, ni carte, ni applaudissements. Seulement une fierté ridée, des corps vieillissants et la lente prise de conscience que pour eux, la guerre n'était plus une question de stratégie, mais de résistance à la poussière, au mépris et à l'oubli. Les premiers généraux capturés. Alors que la poussière du désert commençait à retomber sur les champs de bataille de Tunisie en mai 1943, le Reich allemand subissait l'une de ses premières défaites stratégiques majeures. Ce qui avait commencé comme une intervention audacieuse pour sauver les forces italiennes chancelantes se termina par une reddition massive qui livra des dizaines de milliers de prisonniers aux Alliés, dont une récompense rare, 17 généraux allemands. Certains étaient des vétérans décorés, d'autres des aristocrates prussiens issus de dynasties militaires établies de longue date, et d'autres encore avaient été promus quelques semaines seulement avant l'effondrement. Tous connurent le même sort. Une chute du sommet de la puissance militaire vers la réclusion dans un manoir anglais sous surveillance constante et avec l'avenir incertain de ceux qui savaient que la guerre n'était plus la leur. L'offensive alliée en Afrique du Nord débuta avec l'opération Torch en novembre 1942. Les troupes américaines, britanniques et françaises libres débarquèrent au Maroc et en Algérie, progressant vers l'est en tenaille pour piéger les forces de l'Axe, encore en position en Tunisie. Malgré une résistance acharnée des Allemands, parvenant même à infliger une défaite aux Américains au col de Kasserine en février 1943, le manque de ravitaillement, le manque de contrôle aérien allié et l'incapacité à coordonner une défense unifiée condamnèrent les vestiges de l'Afrika. Corps-point. Le 9 mai 1943, le général Gustav von Verst, commandant de la 5e armée blindée, a officiellement remis ses forces au général américain Omar Bradley. Il s'agissait d'un geste symbolique. Verst, décoré de la Croix de Fer, avait pris le commandement 2 mois plus tôt et fut le premier d'une longue série d'officiers de haut rang à se rendre. Au cours des 3 jours suivants, 16 autres généraux allemands allaient lui emboîter le pas, conscients que toute résistance supplémentaire équivalait à un suicide militaire. L'un des premiers à le suivre fut le général Fritz Krause, commandant la 334e division d'infanterie. Krause envoya une délégation sous un drapeau blanc pour négocier sa reddition avec la 1re division blindée américaine. Son collègue Willibald Borowiec, commandant de la 15e division blindée et récemment décoré des feuilles de chêne pour son commandement dans des conditions désespérées, se rendit également. Quelques jours auparavant, il avait été promu général de division et sa carrière s'achevait dans un camp de prisonniers. Karl Bülowius, chef de la division dite Manteuffel, et Karl Peter Bernhard Koechy, commandant de l'air de l'Afrika, se sont également rendus. Corps et ancien officier de marine, Ernst Schnarrenberger, expert en communication et commandant de Tobrouk, et Paul Meixner, chef d'état-major des forces navales germano-italiennes en Tunisie. L'ampleur de la capture était si extraordinaire qu'elle représentait, sur le plan symbolique et stratégique, une décapitation de l'appareil militaire allemand en Afrique. Parmi les 17 généraux capturés, 2 noms se sont distingués par leur résonance dans les cercles alliés. Le baron Kurt Freiherr depuis Liebenstein et le comte Theodor Graf von Sponeck. Tous deux étaient des hommes de noble lignée, récipiendaires de la croix de chevalier et figures marquantes de l'effort allemand dans le désert. Depuis Liebenstein, avec sa moustache proéminente et ses manières aristocratiques, avait servi comme chef d'état-major du célèbre Heinz Guderian, l'architecte de la Blitzkrieg, avant de prendre le commandement de la 164e division légère en décembre 1942. Il résista jusqu'à ses derniers jours et fut capturé le 12 mai. Sa présence parmi les prisonniers fut perçue par Londres comme une précieuse opportunité, tant par son niveau d'information que par sa portée symbolique. Depuis, Sponeck, quant à lui, avait pris le commandement de la 90e division légère africaine en septembre 1942. Son rôle, lors de la retraite d'Égypte vers Amphidaville, fut salué comme brillant par les Britanniques.
Lorsqu'il reçut l'ordre de se rendre sans condition, il répondit d'abord qu'il se battrait jusqu'à la dernière balle. 2 jours plus tard, ses chars étant immobilisés par le manque de carburant et sans soutien aérien, il changea d'avis. « Hitler ou pas Hitler, je me rends. Il est inutile de prolonger ce massacre inutile. » Le prisonnier le plus célèbre fut sans conteste le général Hans-Jürgen von Arnim, commandant du groupe d'armée Afrique. Issu d'une famille aristocratique prussienne, von Arnim était un vétéran de la Première Guerre mondiale et mena une brillante carrière sur le front de l'Est. Malgré son manque d'expérience avec les véhicules blindés, il commanda avec succès la 17e division blindée et fut promu général en 1942. Hitler lui confia le commandement de la 5e armée blindée en Afrique, lui promettant un ravitaillement qui ne parvint jamais. Le problème de von Arnim ne résidait pas dans ses talents tactiques qu'il possédait, mais dans son caractère. Il était excessivement conservateur et méprisait profondément Rommel, qu'il considérait comme un parvenu de la classe moyenne. Cette rivalité, conjuguée à l'absence de chaîne de commandement claire, sabota les plans d'une offensive conjointe en février 1943. Von Arnim retint certains de ses véhicules blindés lorsque Rommel eut besoin de soutien, forçant l'annulation de l'opération. Son offensive suivante, l'opération Tête de taureau, fut un échec sanglant. En mars 1943, Rommel, épuisé et malade, quitta l'Afrique. Von Arnim conserva le commandement suprême, mais sa situation était intenable. Il demanda 140 000 tonnes de ravitaillement par mois, il n'en reçut que 33 000 en février. Lorsque Berlin l'accusa de « regarder par-dessus son épaule », il répondit avec amertume qu'il scrutait l'horizon à la recherche de navires qui n'arrivaient jamais. Le 12 mai, ses munitions épuisées, von Arnim détruisit ses chars, revêtit son uniforme et se rendit. Il refusa de parler anglais aux Britanniques et se rendit en français avec la courtoisie prussienne et l'amertume aristocratique. Il fut acclamé par ses hommes qui scandèrent son nom tandis qu'il était escorté à travers les lignes alliées. Des généraux aux prisonniers. Les Britanniques traitèrent les généraux avec un respect calculé. Alors que le général Eisenhower refusa de rencontrer von Arnim ou d'accepter son épée, arguant que les crimes nazis ne méritaient pas de gestes chevaleresques, le maréchal Harold Alexander l'accueillit chaleureusement sous sa tente. Il regretta même plus tard de ne pas avoir été plus élogieux envers le général prussien. Les prisonniers passèrent quelques jours dans des camps provisoires. Ils eurent le temps de faire une excursion dans une vallée tunisienne et de prendre le thé chez une Anglaise, des gestes de courtoisie qui ne passèrent pas inaperçus auprès des Allemands. Sponeck, des années plus tard, se souviendra avec gratitude de ces attentions au milieu du désastre. Le 15 mai, le transfert officiel des généraux vers l'Angleterre commença. De passage à Gibraltar, le gouverneur britannique, le lieutenant-général Frank McFarlane, logea von Arnim au palais du gouvernement. Les autres généraux furent admis à l'hôpital militaire local. Le 16 mai, von Arnim arrive seul à Londres, tandis que les cloches sonnaient dans toute la Grande-Bretagne pour célébrer la victoire en Tunisie. Il fut conduit de l'aéroport d'Hendon à un manoir du nord de la ville, sous un ciel gris et des applaudissements qui ne lui étaient pas du tout favorables. Trempark, prisonnier distingué, microphone caché et la naissance du mythe de la Wehrmacht propre. Après la reddition du groupe d'armées Afrique en mai 1943, 17 généraux allemands quittèrent le commandement de division et d'armée dans le désert nord-africain pour occuper les confortables chambres d'un manoir anglais. Il s'agissait du camp de prisonniers de guerre britannique numéro 11, connu sous le nom de Trempark. Bien que ses jardins, ses statues Renaissance, ses terrains de golf et ses salons avec cheminée ressemblassent à un lieu de repos, Trempark n'était pas un refuge. C'était un piège tendu par les services de renseignement britanniques. Là, loin des champs de bataille, une nouvelle campagne allait commencer, non pas avec des canons ou des véhicules blindés, mais avec des microphones, de fausses identités, de longues marches, des conversations apparemment anodines et une oreille attentive dans l'obscurité. Dans cet environnement, les généraux allemands devinrent, sans le savoir, des informateurs. Leur quotidien, leurs conversations, leurs plaisanteries, leurs critiques du régime, leurs rancœurs personnelles et même leurs confessions les plus dangereuses furent soigneusement enregistrés, transcrits et analysés par le Combined. Service détaillé, Centre d'interrogatoire, CSDIC.
C'est là qu'ils ont, sans le savoir, commencé à écrire ou à réécrire leur héritage historique. Une prison avec un tapis rouge. Le général Ludwig Cruel, capturé en mai 1942, fut l'un des premiers à arriver. Après un bref séjour en Égypte, il fut transféré à Trempark en septembre. Peu après, un inspecteur suédois chargé du traitement des prisonniers de guerre visita le domaine et fut impressionné. Une spacieuse maisonnette au milieu d'un parc bien entretenu, des chambres confortables, des salles de bain privées, un salon et une salle à manger bien équipée. Les généraux avaient droit à des promenades quotidiennes de 2 heures, à des jeux de société, à une bibliothèque et à des excursions occasionnelles hors du campus. Cruel, homme ferme mais respectueux des bonnes manières, exprima n'avoir pas la moindre plainte concernant sa situation. Son cas n'était pas exceptionnel. Lorsque le général Wilhelm Ritter von Thoma fut capturé après la bataille d'El Alamein, le maréchal Bernard Montgomery, son vainqueur, l'invita à dîner. Ils évoquèrent la bataille, partagèrent du vin et échangèrent des stratégies. Von Thoma, qui valorisait la chevalerie par-dessus tout, remercia ce geste par une invitation ultérieure. « Quand tout sera terminé, venez me rendre visite dans ma propriété en Allemagne. » Ce geste déclencha une controverse dans la presse britannique. Était-il convenable de traiter un général nazi avec courtoisie? Churchill répondit ironiquement devant la Chambre des communes « Pauvre von Thoma, moi aussi j'ai dîné avec Montgomery. » Cette gentillesse avait un but. Tandis que les généraux allemands s'habituaient à la bonne chère et à l'atmosphère courtoise de Trempark, le Mi-19 était déjà à l'écoute. Cachés dans des lampes et des cadres, des dizaines de microphones transmettaient toutes les conversations vers une pièce secrète surnommée « Mer », où des réfugiés allemands et autrichiens, dont beaucoup étaient des juifs exilés, les écoutaient, les transcrivaient et les analysaient mot pour mot. Trempark n'était pas un camp de rééducation. C'était une opération de renseignement soigneusement planifiée. Les généraux, détendus, parlaient entre eux de tactique, d'erreurs, de frustration et d'Hitler. Ils discutaient sans filtre de l'évolution de la guerre et critiquaient l'incompétence des Italiens, la lenteur des Américains ou la trahison de certains collègues. Là, les interrogatoires n'étaient pas nécessaires. Les véritables informations étaient extraites lors de conversations après le dîner, de promenades dans les jardins, de conversations nocturnes avant de se coucher. Un personnage clé de cette opération fut Lord Aberfeldy, de son vrai nom, Ian Munro. Officier britannique d'apparence aristocratique, il était en réalité un agent de renseignement qui vivait auprès des prisonniers comme interprète et agent de liaison. Il était chargé d'organiser les visites, de faire des achats à Londres et de répondre aux demandes personnelles des généraux. Sa proximité lui permit de gagner la confiance de nombreuses personnes, dont von Sponeck, qui le décrit avec appréciation dans ses mémoires, ignore que son « ami anglais » n'est qu'un autre élément de l'appareil d'écoute. Les conversations entendues par hasard ont révélé bien plus que des questions militaires. Le général Fritz Krause, par exemple, a déclaré que Hitler serait « têtu et stupide » s'il n'envisageait pas une alliance avec les Britanniques ou les Américains contre l'Union soviétique. Hans-Jürgen von Arnim, commandant du groupe d'armées Afrique, a décrit l'effondrement de Toulouse comme « une catastrophe provoquée parce que personne n'osait affirmer que cela ne fonctionnerait tout simplement pas ». Les deux hommes s'accordèrent sur une idée. Les échecs au front n'étaient pas la faute des officiers, mais d'un leadership politique déconnecté de la réalité. D'autres allèrent plus loin. Certains généraux exprimèrent leur révulsion face à l'endoctrinement de leurs propres enfants au sein des jeunesses hitlériennes. Von Arnim et Bulovius, par exemple, avouèrent qu'ils trouvaient écœurant de les voir défiler au rythme des slogans nazis. C'était un langage nouveau, distinct du langage officiel. Bien qu'ils fussent prudents dans leurs propos, beaucoup commencèrent à suggérer qu'ils n'étaient pas responsables, qu'ils obéissaient aux ordres, qu'ils étaient subordonnés à un pouvoir politique qu'ils ne pouvaient remettre en question. Ce fut le début de ce qui allait plus tard être connu comme le mythe de la Wehrmacht irréprochable. Les généraux étaient-ils assez naïfs pour ne rien remarquer? Des ordres du haut commandement allemand avaient mis en garde contre la possibilité de micros et d'agents infiltrés. Nombre d'entre eux étaient probablement méfiants. Mais si tel était le cas, pourquoi s'exprimaient-ils? Une hypothèse est qu'ils l'ont fait intentionnellement.
Leurs critiques d'Hitler, leurs remarques sur le manque de ravitaillement ou leur mépris pour Mussolini s'adressaient non seulement à leurs camarades, mais aussi et surtout aux Britanniques. Ils auraient pu esquisser un récit, celui du militaire professionnel et obéissant, indépendant de l'appareil nazi. Un récit utile pour l'avenir. À d'autres occasions, les généraux partagèrent des informations plus sensibles. Des discussions sur des armes expérimentales, telles que les fusées V1 et V2, surgirent lors d'une conversation informelle entre Cruel et le commandant de sous-marins Wolfgang Römer. Cette conversation fut essentielle pour que les Britanniques confirment l'existence du programme de missiles du Reich. À un autre moment, alors qu'on discutait de la destruction des villes britanniques, un général exprima sa surprise de voir Londres encore debout. Cette discussion poussa les services de renseignement à enquêter sur de nouvelles armes allemandes et la surveillance de Peenemünde et d'autres centres de recherche fut renforcée. De l'espionnage au jugement moral. Au fil des mois, et surtout après le débarquement de Normandie, les conversations à Trempark prirent une tournure plus sombre. Certains prisonniers commencèrent à parler, avec prudence, de crimes de guerre, de la répression à l'Est, de l'extermination. Ils semblaient perturbés, confus ou simplement indifférents. Il ne s'agissait pas d'aveux officiels, mais d'indices précieux qui permirent de reconstituer la connaissance et la participation des dirigeants militaires aux crimes du Troisième Reich. Et pourtant, même ces aveux semblaient calculés. Les critiques du régime, les expressions de mécontentement, la reconnaissance de la défaite, tout cela pouvait avoir un but caché. Convaincre les Britanniques que ces hommes, formés dans la tradition prussienne du devoir et de la discipline, n'étaient pas des nazis, qu'ils pourraient être utiles après la guerre, qu'ils méritaient une seconde chance. En peu de temps, Trempark fut divisé en deux camps. D'un côté, les anti-nazis, menés par von Thoma et accompagnés de von Sponeck, de Liebenstein, de Broich et Bassenge. Pour les Britanniques, ces hommes étaient les plus polis, les plus cultivés et les plus raisonnables. Ils se comportaient avec gratitude, ne se plaignaient pas et collaboraient indirectement. Le CSDIC les décrivait comme les plus intelligents, les plus voyageurs et les plus civilisés. De l'autre côté se trouvaient les pro-nazis ou antidéfaitistes, menés par Ludwig Kröll, Franz et von Hülsen. Ces derniers se plaignaient de tout, la nourriture, le traitement, l'enfermement. Les rapports britanniques les décrivaient comme agaçants et arrogants, incapables d'admettre la défaite. Aux yeux des services de renseignement britanniques, les premiers étaient candidats à une éventuelle réintégration dans une Allemagne démocratique. Les seconds représentaient un risque à surveiller de près. Ces perceptions ont même influencé le sort des prisonniers. Lorsqu'est venu le moment de transférer certains généraux dans des camps aux États-Unis, ceux qui étaient considérés comme modérés ou utiles, ont été sélectionnés pour participer à des programmes de rééducation. Parmi eux se trouvaient von Sponeck et von Liebenstein, deux favoris britanniques qui occuperont plus tard des postes importants dans la Bundeswehr après la guerre. Les documents des services de renseignement britanniques révèlent une inquiétude manifeste. Ces hommes, même vaincus, continuaient de croire en la grandeur du Reich. « On ne peut lire ces conversations », écrivait un rapport de janvier 1944, sans avoir le sentiment que l'un des défis les plus importants à venir sera d'empêcher ces hommes de mener à nouveau une tentative de domination mondiale. La conclusion était claire. Ils ne pouvaient plus occuper de fonctions politiques ou militaires après la guerre, comme ce fut le cas après 1918. Ils devaient être désarmés non seulement physiquement, mais aussi symboliquement. Les Britanniques les considéraient comme le noyau d'une dangereuse culture de leadership fondée sur l'obéissance aveugle, l'ambition expansionniste et le mépris des démocraties libérales. À Trempark, autour d'un thé ou d'une partie d'échecs, ces généraux parlèrent d'avenir. Certains rêvaient d'une Allemagne reconstruite selon des valeurs démocratiques. D'autres envisageaient une troisième guerre mondiale. Le MI-19 notait chaque mot. Les observations britanniques sur les prisonniers de Trempark ont permis d'identifier un schéma fondamental. La plupart des généraux capturés partageaient une vision pragmatique et non idéologique de leur relation avec le nazisme. Ce qui les unissait le plus n'était pas un rejet profond d'Hitler, mais une peur croissante de l'expansion soviétique. En janvier 1944, un rapport du CSDIC notait que le sujet le plus récurrent dans les conversations des généraux était la menace russe.
Von Arnim, von Thoma et leurs collègues pressentaient que si l'Union soviétique occupait une partie de l'Allemagne, elle ne la lâcherait jamais. Cette crainte n'était pas infondée. Ils anticipèrent le conflit à venir, connu plus tard sous le nom de guerre froide, et pensaient que le seul moyen de préserver une certaine influence pour l'armée allemande était de s'allier aux alliés occidentaux. Leur antinazisme était, pour les Britanniques, le fruit d'un échec militaire et non un rejet moral. Le général von Broich l'a dit clairement, au printemps 1942, l'armée savait qu'elle ne pouvait pas gagner et devait négocier, mais Hitler et le parti ne le permettraient pas. The case of Ludwig Krul offers a counterpoint. Also a general in the Afrika Korps, Krul opted for moderation. He led the North African Veterans Association with conciliatory rhetoric, established contacts with former British enemies, and was considered at one point to command the nascent Bundeswehr. He did not rejoin of his own volition, but his image was used as an example of reconciliation and professionalism. The press portrayed him as a respectable man, in contrast to more extreme figures like Ramke. Allied policy toward these men was contradictory. On the one hand, there was fear of their potential to revive German militarism. The 1946 documents included lists of security suspects, former officers who, because of their past or connections, could pose a danger. They were prohibited from leaving the country or holding public office and were subject to surveillance. At the same time, several of them worked for the Americans themselves, writing reports, maps, analyses of the Eastern Front, and tactical suggestions. Franz Halder, the former Chief of Staff of the Heer General Staff, was placed in charge of the historical program. In Königstein, near Frankfurt, he organized a veritable factory of military knowledge. Former generals wrote studies commissioned by military schools, the Department of Defense, the Corps of Engineers, and even the Joint Chiefs of Staff. By 1961, more than 25,000 documents were produced, totaling more than 200,000 pages. The paradox was evident. The same generals who had commanded divisions in the service of the Third Reich were now being rewarded with American civilian awards for their contributions to Western strategic thought. Halder, in fact, received the Meritorious Civilian Service Award. The fight against communism, in the logic of the Cold War, justified the rehabilitation of these men. The contrast with the United Kingdom was clear. The British, more systematic at the outset, interrogated, spied on, and evaluated their prisoners from the outset. However, once the war was over, they abandoned the effort. The Trent Park camp, where generals were secretly recorded, was closed, and the officers transferred to Bridgend. There was no equivalent historical program, as in the United States. London's objective had been to win the war, not to build an alliance with the enemy past. Over time, reverence for German military expertise grew even among the new Allied officers. A 1947 British report warned that admiration for German generals was a risk. If the heart of the German army is not to be revived, the complacency that leads to viewing enemy generals as allies must be eradicated. In the United States, this complacency turned into integration. Rapid warfare doctrines, studies on Soviet logistics and resistance, and the organizational structure of the new German army were informed by these recycled experiences. The figure of Heinz Guderian, one of the architects of the Blitzkrieg, illustrates this persistent fascination. His grandson, a lieutenant colonel in the Bundeswehr in the 1990s, recalled that at Fort Bragg in the United States, a senior officer had only two portraits in his office, that of Patton and that of his grandfather. The military legacy of the Reich, far from disappearing, was absorbed, adapted, and reused by those who once fought in it. In the end, the German generals weren't tried en masse nor purged as a class. Some, like Ramke, were singled out. Others, like Gehlen, were promoted. Most returned home and quietly rebuilt their lives, hoping time would dilute their past. But the weight of their war experience, their tactical knowledge, and their role as privileged witnesses to the conflict made them too valuable a tool to be ignored. Thus, the generals of the defeated Reich ironically found a new role in the architecture of the post-1945 world. They were not forgotten nor simply punished. They were used. And in that use, they helped shape the defense of the Western world against its new enemy, the Soviet Union. The war was over, but for them, their usefulness was just beginning. Les micros de la mer continuaient d'enregistrer chaque mot. Le paysage humain de Trempark se transforma.
Le pragmatisme l'emporta. Nombre des nouveaux venus s'intéressaient moins à la politique nazie qu'à la fuite ou à la recherche d'une place dans le monde d'après-guerre. Les Britanniques savaient que certains parlaient désormais pour plaire, pour se justifier, pour survivre. Mais ils savaient aussi que les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille. Elles se gagnent aussi en écrivant l'histoire avant l'ennemi. La transformation ne fut pas soudaine, mais progressive. À mesure que les lignes allemandes s'effondraient en France, en Belgique et aux Pays-Bas, le profil des généraux capturés commença à changer. Il ne s'agissait plus des officiers aristocratiques de l'Africa Korps, formés dans la tradition prussienne, mais d'une génération plus chaotique, plus idéologisée ou, au contraire, complètement démoralisée. Des officiers improvisés dans l'urgence, promus en plein effondrement, des hommes qui, bien souvent, ne s'attendèrent pas à gravir de tels échelons ni à être pris aussi au sérieux. Les Britanniques furent contraints d'adapter leur système. Trent Park, l'élégant manoir du nord de Londres, équipé de microphones dissimulés et d'un personnel psychologique spécialisé, était de plus en plus surpeuplé. Il avait été conçu pour héberger un groupe restreint d'officiers supérieurs afin d'observer leurs relations, d'écouter leurs aveux et d'exploiter leurs tensions internes. Mais en 1944, les arrestations se multipliaient et le même niveau de surveillance ne pouvait plus être maintenu. Ainsi, nombre des nouveaux prisonniers furent redirigés vers Wilton Park ou Grisdale Hall, tandis que d'autres, à la demande des États-Unis, furent envoyés directement en Amérique du Nord. Le choix de ceux qui restaient et de ceux qui étaient transférés ne reposait pas uniquement sur des critères de dangerosité ou de coopération. Il s'agissait aussi d'optimiser les ressources du renseignement. Ceux qui pouvaient encore parler restaient, ceux qui avaient déjà tout dit ou ceux qui ne méritaient plus d'être écoutés partaient. Parmi ceux qui sont restés un certain temps à Trent Park, il y avait Dietrich von Choltitz, le général qui, comme il le proclamait lui-même, sauva Paris en désobéissant aux ordres d'Hitler de détruire la ville. Sa présence était cruciale pour les Britanniques, non pas tant pour les renseignements tactiques qu'il pouvait offrir, mais pour la valeur symbolique qu'il représentait. Choltitz s'exprimait avec aisance, se présentant comme un soldat professionnel ayant défié le fanatisme, et des microphones enregistraient chaque mot. Pour beaucoup à Whitehall, il était un modèle utile de ce qu'il voulait construire pour l'après-guerre. Une Allemagne vaincue, mais pas déshonorée. Vaincue, mais capable de se racheter si elle abandonnait le nazisme. À l'autre extrémité du spectre se trouvait le général Bernhard Hermann Ramke, capturé à Brest après une résistance acharnée. Parachutiste décoré, vétéran de Crète, d'Afrique et du front de l'Est, Ramke était l'un des officiers les plus fidèles à Hitler à avoir posé le pied à Trent Park. Il arriva avec ses valises prêtes, sa porcelaine et son chien de race, comme si sa reddition était une simple cession diplomatique. Il déclara que l'Allemagne avait été trahie, que les Alliés étaient responsables de la guerre et qu'il élèverait ses enfants pour libérer à nouveau leur patrie. Il était, selon les termes des officiers britanniques, l'un des hommes les plus dangereux qu'ils aient capturés. Ce contraste entre Choltitz et Ramke n'était pas une exception, mais le symptôme d'une réalité plus vaste, la fracture au sein du corps des officiers allemands. Certains tentaient de prendre leur distance avec le régime, tandis que d'autres continuaient de croire à la victoire comme s'il s'agissait d'une question de foi. Le microphone caché dans la bibliothèque, celui suspendu au lustre du hall principal, les écoutait discuter autour d'un thé débattant de guerre, de politique, d'honneur et de trahison. Dans ce climat, des personnalités mineures mais révélatrices ont émergé, tel le général Botto Elster qui s'est rendu aux Américains avec 20 000 hommes et a été condamné à mort par contumace par le régime, ou encore Anton Dunkern, le chef de la Gestapo à Metz, fut capturé alors qu'il se cachait derrière un tonneau de bière. Dunkern ne se montra pas seulement insolent lors de sa capture, il se montra aussi arrogant sur le terrain, hautain devant ses ravisseurs et évitait toute coopération. Mais même dans son silence, les Britanniques trouvèrent du courage. L'espionnage passif fonctionna. Il parla peu, mais il parla. Et ce faisant, il livra des renseignements sur la structure du SD et les réseaux de déportation en Alsace. L'utilité de Trent Park ne se mesurait plus à la quantité de rapports produits, mais à la qualité du portrait dressé. Un catalogue d'attitudes se dressait sur ses murs, les fanatiques, les opportunistes, les convertis, les pragmatiques. Chacun pouvait jouer un rôle à l'avenir, car pour les Britanniques,
La guerre touchait à sa fin, mais l'après-guerre avait déjà commencé. Et pour affronter le nouvel ennemi, l'Union soviétique, il serait nécessaire de comprendre parfaitement l'armée allemande. Ce changement se manifesta également dans l'évolution du travail du CSDIC, alors qu'en 1942-1433, l'objectif était d'obtenir des informations immédiates sur la structure militaire allemande. En 1943-1944 à 1945, l'accent fut mis sur les capacités logistiques, le moral des troupes, la volonté de collaboration des officiers et la possibilité de mettre à profit leur expérience pour la réorganisation de l'Europe. Le renseignement opérationnel se transforma alors en renseignement stratégique. Les prisonniers de novembre 1944, comme ceux de Heinrich Kittel, Hans Brunn, Wilhelm Hüllersperger et Franz Watteroth, reflétaient un autre phénomène, l'effondrement du système défensif allemand. Nombre d'entre eux commandaient des divisions de Volksgrenadiers formées d'adolescents, de soldats de remplacement ou de civils mobilisés d'urgence. Trempark regorgeait d'hommes ayant commandé des bataillons de dernière ligne qui avaient résisté sans ressources, sans munitions, sans espoir. Leurs témoignages étaient moins intéressants pour ce qu'ils pouvaient révéler sur les plans secrets que pour ce qu'ils révélaient sur la décomposition de l'appareil militaire du Reich. Les Britanniques commencèrent à envoyer des rapports de plus en plus axés sur l'état psychologique de l'ennemi. Comment les officiers réagirent-ils à la défaite ? Comment justifièrent-ils leur participation au régime? Quelles seraient, selon eux, les conséquences de la fin de la guerre? Les réponses variaient. Certains, comme Eberding, continuèrent à donner des ordres depuis leurs cellules et menacèrent les déserteurs de représailles. D'autres, comme Deisser, reconnurent que leur reddition avait été un moyen de protéger les civils. La guerre, pour eux, appartenait déjà à l'histoire. Et maintenant, ils essayaient d'écrire leur version. Mais tout le monde n'acceptait pas ce jeu. Pour les plus idéologues, le confinement n'était qu'une pause. Ramke restait convaincu que l'Allemagne se relèverait et répétait à plusieurs reprises que le peuple allemand devrait se réarmer dès la fin de l'occupation. D'autres s'exprimaient en langage codé, utilisaient l'anglais pour camoufler certains commentaires ou discutaient de l'avenir de l'Europe sans jamais mentionner l'Holocauste. Le silence, dans bien des cas, était plus éloquent que les mots. L'avalanche de captures qui suivit l'offensive alliée d'automne dépassa les capacités de Trempark. En avril et mai 1945, des groupes de généraux furent envoyés aux États-Unis, dont von Choltitz, Ramke, Dunkern, Eberding, Hüllersperger, Brunn et Kittel. Ce transfert était motivé par de multiples raisons. L'intérêt des Américains pour leur profil, le besoin d'espace en Angleterre et, surtout, le désir de séparer les éléments les plus problématiques. Pour les Britanniques, certains officiers devaient être isolés avant de contaminer l'environnement du camp. Avec la capitulation allemande en mai 1945, le sort de Trempark était scellé. La raison d'être du lieu, la collecte de renseignements utiles à la victoire, avait disparu. Le CSDIC y ferma ses portes en octobre. Les écoutes cessèrent. La guerre, du moins pour les Britanniques, était terminée. Mais pas pour tous. De nombreux généraux restèrent prisonniers pendant des années. En janvier 1946, ils furent transférés au camp spécial numéro 11 à Bridgend, au pays de Galles. Ils ne seraient plus interrogés ni écoutés. Ils vivraient simplement dans l'attente, sous surveillance, pendant que le monde déciderait de leur sort. Certains seraient jugés, d'autres libérés. Quelques-uns seraient recyclés dans la nouvelle armée ouest-allemande. Malgré sa fermeture, Trempark a laissé un héritage, des milliers d'heures d'enregistrement, des milliers de pages de transcription, un portrait intime de l'âme de la Wehrmacht. Et une révélation cruciale, même parmi les ennemis, écouter pouvait être plus précieux qu'interroger. Car les généraux parlaient alors qu'ils pensaient que personne ne les écoutait. Ce faisant, ils ont révélé non seulement des secrets militaires, mais aussi la structure profonde du régime qu'ils avaient servi. Du luxe à la poussière, les généraux allemands aux États-Unis. Tandis que les Britanniques écoutaient derrière les murs de Trempark de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains se préparaient à recevoir leurs propres prisonniers de haut rang. L'expérience britannique avait montré que les généraux allemands, lorsqu'ils étaient détendus, parlaient. Et lorsqu'ils parlaient, ils révélaient secrets, opinions, craintes, hiérarchies internes. Les Américains souhaitaient reproduire ce modèle. Surveillance secrète, microphone caché, un environnement confortable qui désamorcerait la rigidité militaire.
mais il découvrirait bientôt que le succès de Trempark n'était pas si facile à reproduire. Les 4 premiers généraux allemands envoyés aux États-Unis en juin 1943 étaient Gustav von Werst, Karl Bülowius, Willibald Borowiec et Karl Peter Bernhard Cauchy. Ils étaient accompagnés du colonel Auguste Victor de Puyquast, qui insistait sur le fait que sa promotion au grade de général avait été approuvée avant sa capture, publia une circulaire invalidant toute promotion non reconnue avant sa capture. Quast serait traité comme un colonel, même si ses compatriotes le saluaient comme un général. Dès le départ, les Britanniques recommandèrent la patience. Les prisonniers avaient besoin de temps pour accepter la défaite, s'adapter à l'enfermement et commencer à parler. La clé était la routine, l'ennui et l'épuisement émotionnel. C'est pourquoi ils recherchaient également un cadre luxueux. Le choix se porta sur Byron Hot Springs, un ancien hôtel de célébrité californien offert à l'armée par sa propriétaire en hommage à son fils mort pendant la Grande Guerre. Entouré de palmiers, avec ses sources chaudes, ses allées en béton, ses cours de tennis et ses suites spacieuses, le complexe promettait d'être une version américaine de Trempark. Mais les microphones seuls ne suffisaient pas. Contrairement aux Britanniques, qui insistaient sur l'espionnage indirect, les Américains misaient largement sur les interrogatoires directs. Le principal responsable était le major Duncan Spencer, un officier expérimenté du renseignement britannique. Basé dans l'ancien complexe hôtelier, il supervisait les interrogatoires des généraux, logés au 3e étage. Les étages inférieurs abritaient les officiers américains, les interrogateurs et les salles techniques d'où chaque conversation était écoutée. Pendant 3 semaines, Byron Hot Springs servit de centre exclusif. Les anciens prisonniers, marins de l'U-203 et quelques officiers japonais, furent évacués pour laisser la place aux nouveaux arrivants. 25 appareils d'enregistrement et plus de 100 microphones furent installés. Chaque général disposait de son assistant personnel, ils étaient autorisés à boire du whisky le soir et les repas étaient servis selon leur grade, dans le strict respect de l'étiquette prussienne. C'était un théâtre de simulacres militaires où les véritables batailles se déroulaient à voix basse. Les micros ont capté autant que les interviews. Werst et Borowiec, par exemple, discutaient à voix basse de la situation sur le front de l'Est. « Nous manquons de tout », déclara Werst. « Nous avons besoin de tout. La situation va très mal pour nous. » Ils commentèrent les bombardements sur Hambourg et Brême et prédirent que la capacité industrielle des Alliés ne ferait qu'augmenter. Mais lorsqu'un subordonné intervint, la conversation changea. Le pessimisme devait être dissimulé. Cette duplicité du discours ne passa pas inaperçue aux yeux des analystes. Ils montrèrent un visage à leurs collègues et un autre au micro. Comme à Trempark, l'intimité forcée était la seule vérité qui comptait. Des 4, von Werst était un leader naturel. Plus haut gradé, plus éloquent, il assumait le rôle de porte-parole des Américains. Il affirmait, en public comme en privé, que lui et ses collègues étaient des nazis convaincus et des partisans d'Hitler. Mais il était difficile de savoir dans quelle mesure il exprimait cette conviction ou souhaitait préserver son image auprès de ses subordonnés. Peut-être craignait-il pour sa famille en Allemagne ou souhaitait-il préserver son prestige militaire. Ce qui est certain, c'est qu'il fut ensuite sélectionné pour des programmes de rééducation, ce qui suggère que ses opinions ont évolué ou ont été perçues comme modérées au fil du temps. Cauchy, quant à lui, se présentait comme la figure la plus critique du régime. Ingénieur, pilote et homme cultivé, il dénonçait ouvertement les méthodes du parti nazi. Il condamnait les camps de concentration, qualifiait le régime de gangster et soulignait qu'Hitler avait placé des personnes médiocres au pouvoir par simple loyauté politique. Mais avec le temps, lui aussi serait surveillé après la guerre. Son nom figurait sur les listes de militaristes dangereux en Allemagne occupée. Son problème n'était peut-être pas le nazisme, mais son échec. Comme les Britanniques le soupçonnaient pour d'autres prisonniers, Cauchy n'a peut-être pas tant haï l'idéologie que sa défaite. Borowiec était considéré comme un homme borné, dépourvu d'opinions claires et de réflexion stratégique. Son témoignage n'intéressa guère ses interrogateurs. De Bülowius, en revanche, il ne subsiste quasiment aucune trace de son expérience antérieure, probablement en raison de ses piètres performances en Afrique. Corps, ou en raison d'un manque de coopération, a été relégué au second plan de l'analyse.
Les Américains semblaient avoir placé tous leurs espoirs dans von Verst et Cauchy. Mais la déception ne tarda pas à arriver. À peine 3 semaines plus tard, le 29 juin 1943, le commandement du camp annonça qu'il n'était plus utile de les y maintenir. Toutes les informations utiles avaient été extraites. Il était temps de les transférer. Au même moment, le bureau du maréchal général avait déjà ordonné la construction d'un nouveau camp permanent à Camp Clinton, dans le Mississippi, pour héberger les officiers généraux allemands. Comme ils n'étaient pas encore prêts, les prisonniers furent temporairement envoyés à Camp Mexia, au Texas. La différence entre Byron et Mexia était flagrante. D'un hôtel entouré de palmiers, avec domestiques et sources chaudes, ils avaient déménagé dans des baraquements en bois sous le soleil brûlant du Texas. Le 8 juillet 1943, à leur arrivée, la température dépassait les 4 degrés. Les nuits étaient humides, poussiéreuses et sans climatisation. Les murs des baraquements étaient faits de carton pressé ou de papier goudronné. Les généraux partageaient des chambres à 2, sans intimité ni privilège. Ils protestèrent immédiatement, mais il n'y eut aucune réponse. Mexia n'avait pas été conçu pour héberger des généraux. C'était un camp de prisonniers de guerre classique, avec une section pour les officiers et une autre pour les hommes du rang. À l'arrivée, le camp était à moitié plein, moins de 4000 prisonniers sur une capacité finale de 6000. Les gardes américains étaient habitués à avoir affaire à de simples soldats. La noblesse prussienne en uniforme leur semblait une nuisance décorative. Malgré cela, le commandant du camp, le colonel Thomas Bayes, traitait les généraux avec courtoisie. Il construisit des cours de tennis, aménagea une salle de cinéma et promouvit un programme éducatif avec des cours de physique, d'architecture et de droit. Mais pour les Allemands, rien ne compensait la perte de luxe. La comparaison avec Trempark devint inévitable. Tandis que les Britanniques continuaient d'écouter chaque conversation, enfermant leurs prisonniers dans un manoir avec jardin, les Américains abandonnaient toute activité de renseignement. À Mexia, il n'y avait ni micro, ni enregistrement, ni transcription. Les généraux cessèrent d'être des sources d'information. Ils devinrent de simples prisonniers. La guerre, pour eux, n'était plus qu'une attente étouffante. En octobre 1943, ils furent finalement transférés au nouveau centre de détention de Camp Clinton. Là, leurs conditions de détention étaient un peu plus adaptées à leur grade, mais ils ne faisaient plus l'objet d'aucune expérience. Les rapports les concernant avaient été archivés, leurs profils politiques marqués comme sympathies nazies indéterminées et leurs opinions étaient considérées comme sans rapport avec la conduite de la guerre. L'expérience laissa une leçon amère aux Américains. L'émulation du modèle britannique échoua. Le manque de patience, le manque de continuité dans la méthode et l'abandon rapide du projet démontrèrent que l'espionnage psychologique exigeait plus que de la technologie. Il exigeait de la persévérance, de l'intuition et du temps. Pendant ce temps, les Britanniques continuèrent de recueillir des renseignements clés à Trempark jusqu'à la fin de la guerre, notamment des données sur les fortifications atlantiques, les dispositifs à retardement à Cherbourg et le moral des troupes allemandes à l'Est. Entre poussière et mépris, le déclin du modèle américain pour les généraux allemands, tandis que les Britanniques à Trempark continuaient de recueillir des renseignements, de cultiver des relations et même de prospecter de futurs collaborateurs après la guerre, les États-Unis échouèrent à poursuivre leur expérience avec des généraux allemands capturés. Après le bref séjour à Byron Hot Springs et la désillusion du camp Mexia, le transfert à Clinton, dans le Mississippi, offrit l'occasion de racheter l'approche américaine. Mais les promesses s'évanouirent rapidement, laissant les officiers allemands pris entre l'inconfort, la négligence et l'humiliation dissimulée. Dès le départ, le contraste avec le modèle britannique était évident. Au lieu d'élégantes demeures et d'une surveillance discrète, les Américains proposaient des casernes mal isolées, des climats extrêmes et un personnel de garde qui allait bientôt devenir un objet de ridicule et de mépris. Le général Gustav von Verst, porte-parole officieux du groupe, l'a dit sans détour. Il n'avait jamais été traité avec un tel manque de courtoisie militaire que par des officiers américains. La présomption d'être traité comme un gentleman soumis a été remplacée par une suspicion constante, une surveillance rudimentaire et un traitement plus proche de celui réservé aux criminels de droit commun. Bien que les États-Unis aient strictement respecté la Convention de Genève de 1929, offrant logement, nourriture, loisirs et accès à la presse et aux livres,
La lettre du traité n'a pas réussi à apaiser l'orgueil blessé de ceux qui avaient passé leur carrière dans les couloirs de l'état-major général du Reich. Les quartiers d'habitation de Clinton étaient dotés de certaines commodités. Salons avec mobilier en cuir rouge, cottages individuels pour les officiers supérieurs, cantines avec bière et clubs des officiers. Mais l'absence de contact significatif avec les officiers américains, le traitement dédaigneux du personnel et l'absence d'interlocuteurs de leur niveau étaient des éléments que les généraux interprétaient comme un isolement humiliant et calculé. Le principal responsable de cette situation était le colonel James McIlhenny, commandant du camp. Décrit par les inspecteurs américains comme manquant d'énergie, d'imagination et d'empathie, McIlhenny manifesta dès le départ un désintérêt quasi total pour les conditions de détention des prisonniers dont il avait la charge. Les inspections menées par le Comité international de la Croix-Rouge et le département d'État américain en 1944 révélèrent un tableau inquiétant: couvertures usées jusqu'à la corde, vêtements d'hiver inadéquats, commandes de fournitures retardées de plusieurs mois et sentiment général de négligence. Des rapports faisaient état de généraux littéralement gelés en hiver, partageant des livres entre eux à cause des pénuries et voyant leur jardin piétiné par des gardes inexpérimentés. La situation s'aggrava lorsque les conditions de vie du personnel de garde furent analysées. Avec le déploiement des meilleures troupes en Europe et dans le Pacifique, les compagnies militaires affectées à Clinton furent composées de soldats mis au rebut, des hommes souffrant de problèmes psychologiques, d'antécédents d'alcoolisme ou de diagnostics tels que psychopathie légère et déficience mentale. Un rapport interne identifia plus de 60 gardes souffrant de troubles mentaux inaptes au service. L'aristocratie militaire allemande, formée dans des académies comme celles de Murvik et de Tölz, finit par être gardée parce que beaucoup considéraient comme une caricature du soldat allié. Les inspecteurs américains et suisses s'accordaient à dire que des occasions étaient manquées. Bernard Güffler, du département d'État, l'exprimait sans détour. « Si nous n'apprenons pas à manier ces officiers généraux plus intelligemment, il serait préférable de les rendre aux Britanniques qui savent le faire. » Pour les Britanniques, les généraux étaient des outils. On les écoutait, on les tentait, on les classait selon leur utilité future. Pour les Américains, ils représentaient un problème logistique, une dépense inutile, une menace diffuse. Le cas de Karl Peter Bernhard Cauchy, initialement considéré comme un général imaginatif et critique du nazisme, est devenu emblématique. En Allemagne, après la guerre, il fut inscrit sur des listes de surveillance comme militariste potentiel. Il en fut de même pour d'autres prisonniers qui, à Byron Hot Springs, avaient dénoncé Hitler, mais qui, isolés à Clinton, commencèrent à construire une version différente des événements. Pour certains officiers américains, le manque d'attention psychologique ou idéologique accordé à ces hommes leur avait permis de réécrire leur passé entre eux, validant des mythes, se débarrassant de leur culpabilité et élaborant un nouveau récit. La situation ne commença à changer qu'après le débarquement de Normandie. Avec la chute imminente du Troisième Reich, la reconstruction de l'Allemagne devint une priorité. C'est alors, et seulement alors, que les généraux allemands aux États-Unis retrouvèrent leur importance. Les interrogatoires furent réactivés, des programmes de rééducation furent lancés et une évaluation fut menée pour déterminer quels officiers pouvaient jouer un rôle dans le nouvel ordre ouest-allemand. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Des mois d'isolement, de mauvais traitements et une administration frivole avaient détruit tous les liens de confiance. Le camp de Clinton reflétait en définitive une différence de philosophie. Pour la Grande-Bretagne, la guerre se déroulait également dans l'esprit de l'ennemi. Pour les États-Unis, il fallait simplement contenir l'ennemi. Cette nuance définissait deux manières d'appréhender la victoire et aussi deux façons d'écrire l'histoire. Et tandis que Trent Park était considéré comme une réussite discrète pour les services de renseignement britanniques, Clinton est entré dans l'histoire comme le domaine où l'opportunité de former les généraux du futur a été perdue. Vivre comme un prisonnier du luxe, la vie des généraux allemands au camp Clinton. À première vue, Camp Clinton, dans le Mississippi, semblait un endroit paisible. Un camp entouré d'arbres, avec un terrain spacieux, une atmosphère paisible et loin de tout champ de bataille. Mais à l'intérieur, une guerre d'un autre genre se déroulait. Une bataille diplomatique, psychologique et administrative entre des généraux allemands capturés par les Alliés et leurs geôliers américains.
C'est là, à partir de juin 1944, que se concentrèrent des dizaines d'officiers de haut rang du Troisième Reich. Ces hommes avaient commandé des divisions, des corps d'armée et des flottes entières. Désormais piégés derrière des barbelés, ils luttaient pour préserver leur dignité, leur hiérarchie et leur influence. La vie quotidienne de ces officiers à Clinton était loin d'être celle d'un prisonnier ordinaire. Ils disposaient de quartiers séparés, d'assistants personnels, de bibliothèques, de représentations théâtrales et d'événements sportifs. Mais il y avait aussi des frictions constantes, des conflits de culture militaire et une chaîne interminable de griefs qui atteignaient même la diplomatie internationale. En juillet 1944, des représentants de la légation suisse, chargés d'inspecter le traitement des prisonniers de guerre conformément à la Convention de Genève et du département d'État américain, visitèrent le camp. Le rapport fut accablant. Ils qualifièrent la situation dans le pavillon des généraux de « déplorable », avec des quartiers surchauffés, des promesses non tenues et un commandant indifférent. Les tensions allaient au-delà des matelas et des ventilateurs. Les généraux étaient irrités que leurs subordonnés ne puissent pas fabriquer de simples meubles de jardin ou que les cigarettes demandées n'arrivent que quelques jours avant les inspections. Ils exigeaient une reconnaissance officielle pour les promotions, la présence d'aumôniers catholiques et protestants, des améliorations aux bâtiments et la construction d'une piscine et de cours de tennis. Ils se plaignaient même de la chaleur excessive dans leur réfectoire et de l'occupation des espaces communs par des ateliers de menuiserie ou des latrines pour le personnel américain. À une occasion, l'administration du camp leur suggéra de commander leurs meubles sur catalogue chez Sears ou Montgomery Ward, sachant que les commandes pouvaient prendre des semaines. Cependant, derrière ces plaintes se cachait une réalité plus profonde. Les généraux cherchaient à préserver un monde en ruine. Leur honneur, leur statut, leur influence future dans une Allemagne qui n'existait pas encore. C'est pourquoi ils refusèrent de signer les attestations d'honneur qui leur auraient permis de sortir du camp. « Nous promettons de ne pas nous évader », disaient-ils, « mais nous ne donnerons pas notre parole d'officier allemand pour une commodité ou une promenade. » Pour eux, cette parole avait une valeur quasi sacrée et ne devait être utilisée qu'en cas de circonstances extrêmes. Malgré leurs plaintes, lorsque les inspecteurs leur proposèrent un transfert dans un autre camp, la réponse fut unanime, ils préféraient rester. Ils appréciaient la tranquillité, le cadre naturel, la proximité de leur père, les réfrigérateurs nouvellement installés dans leurs chambres et l'accès aux spectacles et aux matchs de football dans l'aile commune des prisonniers. Mais le problème le plus grave résidait au niveau du commandement américain. Le colonel McIlhenny, commandant du camp, souffrait d'une maladie cardiaque qui l'empêchait souvent de se rendre sur place. Il déléguait de nombreuses fonctions à son second, le capitaine Tidwell, un sous-officier temporairement promu, sans expérience ni formation dans les relations avec les généraux. Selon les inspecteurs eux-mêmes, McIlhenny avait une vision rigide. Un ennemi est un ennemi, un prisonnier est un prisonnier, quel que soit son grade. Son manque de tact ne se limitait pas aux Allemands. Lorsque Weingartner, le Suisse, demanda à le rencontrer le matin, il fut informé que le colonel ne serait pas disponible avant 15 heures en raison d'un déjeuner du Kiwanis Club. Plus tard, il interrompit une réunion avec les prisonniers pour assister à un match de baseball. Tidwell, quant à lui, manqua la dernière soirée d'inspection pour aller au cinéma. Ce traitement indifférent s'étendait au reste du personnel. Les sous-officiers américains refusaient de saluer les généraux, en contradiction flagrante avec les prisonniers allemands de base qui le faisaient. Les inspecteurs ont décelé que cette attitude venait d'en haut. Si le commandant considérait tous les prisonniers comme égaux, ces hommes agissaient en conséquence. Weingartner était direct. Le camp avait besoin d'un nouveau chef, quelqu'un doté de tact, de considération et de vision. Les inspecteurs ont averti que les prisonniers retourneraient, à un moment donné, en Allemagne. Et que répondraient-ils lorsqu'on leur demanderait à quoi ressemblait l'Amérique? Il est intéressant de noter que la plupart des généraux ont manifesté un réel intérêt pour la culture américaine. Lorsqu'on leur a demandé de citer des livres et des sujets d'intérêt, ils ont choisi des biographies de Washington et de Lincoln, l'histoire des Amérindiens, ainsi que la littérature et l'art américain. Même le général von Verst demanda des œuvres de Walter Lippmann, un auteur méprisé par le régime nazi. Cette ouverture fut perçue comme une opportunité. Finalement, l'insistance des inspecteurs fut récompensée.
Bureau du prévôt général ordonna des réparations, fissures dans les murs, planchers fissurés, fuites. Le corps des ingénieurs apporta des améliorations, mais dans des limites strictes, rien qui ne dépassât ce qu'un général américain aurait reçu. Par exemple, l'isolation thermique fut refusée car non requise dans le Mississippi et les auvents pour le réfectoire furent également exclus. Cependant, McIlhenny trouva des solutions créatives pour répondre à la demande. Il fournit des outils et du bois aux prisonniers pour qu'ils puissent construire leurs propres auvents. Au lieu de cours en ciment, des cours de tennis en terre battue furent construits. Le changement fut radical. Les bureaux du personnel furent déplacés pour offrir plus d'espace aux prisonniers. Le garde qui avait tiré accidentellement près du camp fut sanctionné. Des promenades régulières au grand air furent autorisées après accord avec les généraux sur le contenu des formulaires de serment. Des projections de films furent organisées et de nouveaux livres furent achetés pour la bibliothèque. Pour la première fois, les inspecteurs évoquèrent une relation très cordiale entre le commandant du camp et les officiers allemands. Mais tout n'était pas parfait. Certains généraux souffraient de symptômes de psychose débarbelée, la détérioration mentale causée par l'enfermement. Le général Gutknecht refusa de marcher avec ses collègues. Trop lent, rôdait nerveusement aux abords du camp et finit en hôpital psychiatrique. Un autre cas fut encore plus tragique. Le général Bulovius, convaincu que ses camarades l'avaient condamné par un tribunal secret, tenta de se suicider en se tailladant les veines. Il échoua. Mais quelques jours plus tard, le 27 mars 1945, il se pendit avec les sangles de sa serviette à l'infirmerie de l'hôpital des prisonniers. Son ami, le général Borowiec, à qui il avait laissé une lettre d'adieu, se suicida peu après en introduisant sa main dans une prise électrique à l'intérieur d'une baignoire. La vie à Clinton oscillait entre la nostalgie du passé, l'humiliation du présent et l'incertitude de l'avenir. Ils étaient prisonniers, mais pas n'importe lesquels. C'étaient des généraux du Reich, vaincus, enfermés sous les chaînes du Mississippi, cherchant un sens et une dignité dans un monde qui s'écroulait autour d'eux. De la captivité à la collaboration, le sort des généraux allemands après la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les généraux allemands ne revinrent ni glorieux ni acclamés. Au lieu de rentrer chez eux, nombre d'entre eux furent envoyés comme prisonniers de guerre, déplacés, humiliés et considérés avec suspicion par les puissances victorieuses. Alors que le peuple allemand affrontait les ruines physiques et morales d'un pays vaincu, son élite militaire devint objet d'études, de suspicion et, dans certains cas, de réutilisation stratégique. La transition de ces officiers de la défaite au rôle de collaborateurs du nouvel ordre occidental révèle une histoire aussi paradoxale que révélatrice. Des officiers supérieurs de la Wehrmacht afin d'empêcher toute réorganisation militaire clandestine. Cependant, cette intention initiale d'endiguement allait bientôt se heurter aux besoins d'information et d'analyse dans le contexte d'une Europe divisée. Les États-Unis rapatrièrent leurs prisonniers de camp tels que Clinton, Mexia ou Dermot dans le sud profond, mais ne les libérèrent pas. Ils les répartirent plutôt dans des camps de fortune sur le sol européen. L'un des plus tristement célèbres fut Bolbec, en France, où se trouvait le général Hans von Sponeck, a décrit l'environnement comme hostile, dominé par un groupe d'officiers fanatiques qui harcelaient ceux qui coopéraient avec les Alliés. Le transfert des États-Unis vers l'Europe fut chaotique. Fini les wagons luxueux et les transports climatisés. Ils voyageaient entassés dans des camions et, à leur arrivée à New York, ils étaient embarqués sur des navires marchands où ils étaient enfermés, comme des sardines, selon leur propre récit. À leur arrivée sur le continent, ils étaient redirigés vers des camps comme Ulm et Dachau. Ce dernier, tristement célèbre pour avoir été un camp de concentration, est aujourd'hui reconverti en centre d'internement militaire. À partir de 1946, la politique à leur égard changea radicalement. Alors que l'occupation alliée se consolidait, les États-Unis adoptèrent un tournant pragmatique. Au lieu de considérer ces hommes comme des menaces potentielles, ils commencèrent à les considérer comme des ressources utiles. C'est ainsi qu'est né le programme historique de l'armée américaine. À Garmisch-Partenkirchen, puis à Allendorf, des centres furent créés où les généraux commencèrent à compiler leurs expériences de combat, leurs évaluations stratégiques et leurs analyses de l'ennemi. La division historique de l'armée américaine, sous la direction d'universitaires tels que George Schuster, utilisa ces rapports pour éclairer la doctrine militaire américaine d'après-guerre.
La collaboration était volontaire mais égoïste. En échange de leur participation, les généraux bénéficiaient de meilleures conditions, davantage de nourriture, des visites familiales, un logement décent et un traitement exempt des représailles vindicatives que certains redoutaient. Plus de 20 généraux écrivirent plus de 1000 pages et nombre d'entre eux restèrent internés civils, après la date officielle de libération des prisonniers de guerre, prolongeant ainsi leur participation pendant des années. L'un d'eux était Reinhard Gehlen. Chef du renseignement sur le front de l'Est, Gehlen ne se contenta pas de collaborer. Il fut réintégré dans l'armée, reconstruisit son réseau d'espionnage avec le soutien américain et devint l'un des piliers du nouveau renseignement allemand. D'abord depuis Kamking, sous supervision américaine, puis depuis Pulack, il organisa ce qui allait devenir le Bundesnachrichtendienst, BND, l'agence fédérale de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Son alliance avec la CIA, à une époque où les craintes de l'Union soviétique éclipsaient toute tentative de poursuite de la dénazification, donna le ton de la politique occidentale envers les anciens combattants allemands. D'autres, comme Kurt von Liebenstein ou Helmut Legeler, suivirent des parcours moins spectaculaires mais tout aussi significatifs. Tous deux rejoignirent la Bundeswehr dans la seconde moitié des années 1950, reprenant leur rang de généraux de brigade. Le premier dirigea le 5e district militaire. Le second fut nommé commandant de la prestigieuse Führungsakademie de Hambourg. Ils furent les symboles vivants d'une transition planifiée, de l'armée hitlérienne à l'armée démocratique d'Adenauer, les mêmes hommes étant recyclés sous de nouvelles bannières. Tout le monde ne trouva pas sa place dans le nouvel ordre. Hermann Ramke, général parachutiste et vétéran de Brest, fut condamné pour crime de guerre en France. Il passa 5 ans en prison et, à sa libération, devint un symbole du nationalisme le plus virulent. Acclamé par les vétérans, il dénonça les Alliés lors de rassemblements, défendit les officiers emprisonnés et participa même à des événements de la Waffen, SS, déclenchant des scandales internationaux. Son discours à Verden, dans lequel il accusait les Alliés d'être les véritables criminels de guerre et défendait l'honneur de l'armée allemande, fut accueilli par les acclamations de milliers d'anciens SS, mais par l'inquiétude de la presse et des gouvernements occidentaux. Même Konrad Adenauer fut contraint de prendre ses distances, déclarant que « vos propos nuisent à la réputation de l'Allemagne ». Le cas de Ludwig Cruwell offre un contrepoint. Également général de l'Afrika Korps, Cruwell opta pour la modération. Il dirigea l'association des vétérans d'Afrique du Nord avec un discours conciliant, noua des contacts avec d'anciens ennemis britanniques et fut un temps pressenti pour commander la Bundeswehr naissante. Il ne rejoignit pas l'armée de son plein gré, mais son image fut utilisée comme un exemple de réconciliation et de professionnalisme. La presse le présenta comme un « homme respectable », à l'opposé de personnalités plus extrêmes comme Ramke. La politique alliée à l'égard de ces hommes était contradictoire. D'un côté, on craignait qu'ils ne ravivent le militarisme allemand. Les documents de 1946 comprenèrent des listes de suspects pour la sécurité, d'anciens officiers qui, en raison de leur passé ou de leurs relations, pouvaient représenter un danger. Il leur était interdit de quitter le pays ou d'exercer des fonctions publiques et ils étaient soumis à une surveillance. Parallèlement, plusieurs d'entre eux travaillaient pour les Américains eux-mêmes, rédigeant des rapports, des cartes, des analyses du front de l'Est et des suggestions tactiques. Franz Halder, ancien chef d'état-major de la Heer, fut chargé du programme historique. À Königstein, près de Francfort, il organisa une véritable usine à savoir militaire. D'anciens généraux rédigèrent des études commandées par les écoles militaires, le ministère de la Défense, le corps des ingénieurs et même les chefs d'état-major interarmés. En 1961, plus de 25 000 documents furent produits, totalisant plus de 200 000 pages. Le paradoxe était évident. Les mêmes généraux qui avaient commandé des divisions au service du Troisième Reich étaient désormais récompensés par des distinctions civiles américaines pour leur contribution à la pensée stratégique occidentale. Halder en fait reçut la distinction du mérite. Civil Service Prix. La lutte contre le communisme, dans la logique de la guerre froide, justifiait la réhabilitation de ces hommes. Le contraste avec le Royaume-Uni était évident. Les Britanniques, plus systématiques au départ, interrogeaient, espionnaient et évaluaient leurs prisonniers dès le début. Cependant, une fois la guerre terminée, ils abandonnèrent leurs efforts. Le camp de Trent Park, où les généraux étaient secrètement enregistrés,
fut fermée et les officiers transférés à Bridgend. Il n'existait pas de programme historique équivalent comme aux États-Unis. L'objectif de Londres était de gagner la guerre et non de nouer une alliance avec le passé ennemi. Au fil du temps, le respect pour l'expertise militaire allemande s'est accru, même parmi les nouveaux officiers alliés. Un rapport britannique de 1947 avertissait que l'admiration pour les généraux allemands était un risque. Si l'on ne veut pas raviver le cœur de l'armée allemande, il faut éradiquer la complaisance qui conduit à considérer les généraux ennemis comme des alliés. Aux États-Unis, cette complaisance s'est transformée en intégration. Les doctrines de guerre rapide, les études sur la logistique et la résistance soviétique, ainsi que la structure organisationnelle de la nouvelle armée allemande, ont été influencées par ces expériences recyclées. La figure de Heinz Guderian, l'un des architectes de la Blitzkrieg, illustre cette fascination persistante. Son petit-fils, lieutenant-colonel dans la Bundeswehr dans les années 1990, se souvenait qu'à Fort Bragg, aux États-Unis, un officier supérieur n'avait que 2 portraits dans son bureau, celui de Patton et celui de son grand-père. L'héritage militaire du Reich, loin de disparaître, a été absorbé, adapté et réutilisé par ceux qui y ont combattu. Finalement, les généraux allemands ne furent ni jugés en masse ni purgés en tant que classe. Certains, comme Ramke, furent isolés. D'autres, comme Gehlen, furent promus. La plupart rentrèrent chez eux et reconstruisirent tranquillement leur vie, espérant que le temps diluerait leur passé. Mais le poids de leur expérience de guerre, de leurs connaissances tactiques et de leur rôle de témoins privilégiés du conflit en faisait un outil trop précieux pour être ignoré. Ainsi, les généraux du Reich vaincu trouvèrent ironiquement un nouveau rôle dans l'architecture du monde d'après 1945. Ils ne furent ni oubliés, ni simplement punis. Ils furent utilisés. Et ce faisant, ils contribuèrent à façonner la défense du monde occidental contre son nouvel ennemi, l'Union soviétique. La guerre était terminée, mais pour eux, leur utilité ne faisait que commencer.